À la une de l'actualité, aujourd'hui, 4e jour du procès à La Haye, la défense de Charles Blé Goudé à la barre. La défense lève un point de voile sur les événements qui ont secoué la Côte d'Ivoire. De la CPI, nous allons nous rendre au jardin botanique de Bingerville, un espace qui s'étend à plus de 50 hectares pour comprendre pourquoi certains visiteurs ne s'intéressent pas à l'aspect scientifique des plantes qui s'y trouvent. Et aux États-Unis, on parlera du caucus de l'Iowa. Le républicain Ted Cruz l'emporte devant Donald Trump. Clinton revendique la victoire côté démocrate. Bonjour à tous. On ouvre ce journal par ce procès qui se tient en ce moment à La Haye. Aujourd'hui, la défense de Charles Blé Goudé, ex-leader de la Galaxie patriotique, est à la barre. La défense a pris la parole ce jour pour dire sa part de vérité. Rappelons que Charles Blé Goudé a plaidé non coupable à l'ouverture de ce procès. L'ancien chef d'État ivoirien a aussi plaidé non coupable hier. 3e jour, la parole était à la défense de Laurent Gbagbo, jugé pour crime contre l'humanité. La défense de l'ancien chef d'État ivoirien a réfuté toutes les accusations portées contre leur client. On fait le point avec Sidonie Davila-Waka. Ce lundi 1er février a repris le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. La défense s'est prononcée sur les chefs d'accusation portés contre ses clients, à savoir meurtre, tentative de meurtre, viol et persécution. Des accusations que Maître Altit, avocat de la défense, rejette en bloc. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate, un vrai démocrate, un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie. Au terme de ce 3e jour de procès, Maître Emmanuel Altit et son équipe ont tenté de démonter l'argumentation de l'accusation. La défense a d'abord regretté que le rôle des acteurs extérieurs à la crise ivoirienne, particulièrement la France et le Burkina Faso, ne soit pas abordé. Par ailleurs, les conseils de l'ex-président ont également critiqué l'approche, selon eux, ethnicisée de la procureure. Si l'on examine de près la réalité ivoirienne, on s'aperçoit qu'à aucun moment, l'ethnie n'a été un facteur explicatif. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous aurez à prendre en compte la complexité d'une situation que le procureur a voulu vous présenter sous un prisme binaire inadapté. Ce mardi, ce sera au tour de la défense de Charles Blé Goudé, leader de l'ex-Galaxie patriotique, mouvement de la jeunesse proche de Laurent Gbagbo, de défendre son client. Autre procès, c'est celui de l'assassinat du général Robert Gueye ici à Abidjan, le 5e jour des audiences des militaires qui seraient impliqués dans l'assassinat présumé du général Robert Gueye et des membres de sa garde rapprochée a eu lieu donc hier avec l'interrogatoire de Dogo Blé, commandant de la garde républicaine au moment des faits. D'autres prévenus ont été également entendus. Tous clament leur innocence. On fait le point avec Abou Sanogo. Chaud d'empoignade entre le parquet militaire et la défense. Au centre de ce mécontentement, des propos jugés déplacés du procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, à l'endroit des avocats de la défense. Le président du tribunal, Dambélé Taïrou, suspend la séance. Le calme est revenu, l'audience peut se poursuivre. Appelé à la barre, Bruno Dogo Blé, alors lieutenant-colonel. Il est poursuivi pour les faits de complicité d'assassinat du général Robert Gueye et son aide-camp, le capitaine Fabien Koulibaly. Dogo Blé dit ne pas reconnaître les faits à lui reprocher. Selon lui, il n'était ni à la cathédrale ni à la résidence du général Robert Gueye. Dogo Blé ajoute qu'il n'a envoyé aucun de ses hommes à la cathédrale, encore moins au domicile du général Robert Gueye. Par conséquent, il dit ne pas être mêlé à sa mort. Faux, rétorque l'adjudant Kwadjo Kwadjo, son ex-garde-corps. Le commandant Abidjan, alors commandant second de la garde républicaine, les caporaux Maplé Flavien et Koné Kilinyenama. Dogo Blé était bel et bien à la cathédrale avec eux. Ensemble, ils se sont par la suite rendus à la résidence du général, ont-ils soutenu. Pour les mises en cause, ces témoignages sont infondés. Pour la partie civile, la vérité sera connue quand la défense affiche son optimisme. Dogo Blé est passé et avec certitude et assurance, il a relaté les faits. Mais je dis, chacun se défend.
Donc, je ne peux pas, c'est selon le dossier que je peux dire ce qui a été dit par les témoins sont inexacts et ce qu'il dit est vrai. Il savait que son adjoint direct en tant que chef de corps à ce moment, qui était le colonel Abi, il est venu confirmer que le général Dougoblé était à la cathédrale. Son garde-corps, qui est l'agent Kwadjo, a confirmé qu'il était à la cathédrale et qu'il était au domicile de feu le général Guy Robert. L'audience suspendue reprendra ce mardi avec la comparution du capitaine Seka Anselme Yapo. Justice après réconciliation, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, annonce la liste des victimes pour fin mars. Information donnée par le professeur Seribaï, porte-parole de la CONARIV, au cours d'un point de presse. Les précisions de Moussa Koulibaly et Damza Diaby. Le 10 décembre 2015 a marqué la fin du recensement des victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Environ 2 mois après, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, assure que la liste consolidée des victimes de guerre sera disponible fin mars 2016, comme voulu par le chef de l'État. Mais avant, l'institution tient à vérifier la liste des victimes recensées. Cette vérification a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la vérification des dossiers pour savoir si toutes les pièces demandées sont fournies. La deuxième modalité, c'est de téléphoner aux personnes pour poser quelques questions afin de s'assurer que ce qui est dans le dossier est vrai. La dernière phase, c'est la vérification sur le terrain. Si cela s'avère nécessaire, nos équipes de vérification se déporteront sur le terrain. Le 9 janvier dernier, le collectif des victimes de guerre en Côte d'Ivoire, CVCI, accuse la CONARIV de racket, de promotion de l'impunité et de tournées inutiles et budgétivores, entre autres. Des accusations que rejette la CONARIV. Mieux, l'institution consigne ses preuves dans un rapport intitulé « Le mémorandum de la CONARIV sur le rapport du CVCI ». Nous souhaitons que le processus de réconciliation, le processus d'indemnisation des victimes, l'ensemble de ce processus réussisse dans l'intérêt de tous les Ivoiriens et, on l'a souvent dit même, dans l'intérêt de la sous-région. La dernière phase de recensement de la CONARIV donne 130 530 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Cette étape terminée, l'institution prévoit mener des actions en faveur de la réconciliation, une autre mission inscrite sur sa feuille de route. Et grâce au processus de réparation et d'indemnisation des victimes, Mamoudou bénéficie aujourd'hui d'une prise en charge médicale totale pour une intervention chirurgicale au CHU de Cocody. Mamoudou, victime de la crise post-électorale de 2011, était dans un état critique. Cet agriculteur a été abandonné pour mort dans un village dans le département de Daloa, dans le centre-ouest du pays. Les points avec les détails avec Mamadou Kwasi. Mahamoudou Rakistaba est burkinabé. Le 11 février 2011, au plus fort de la crise post-électorale, il a reçu une balle dans le tibia à Zebra, un village du département de Daloa. Sans moyens financiers, impossible pour lui de se faire extraire la balle. C'est un vieux artisanat qui m'apprend. Je me restais avec lui. Bon, lui, il a fait, bon, comme le os est un gâté là, cassé par, bon, donc il a fait, lui, il a tassé pour lui, il a fait ce qu'il peut faire, bon. Je vais pouvoir marcher un peu. Mais le plein là, quand il fait 1 mois, je me débrouille marcher. Si je peux faire 1 mois, bon, à terre. Parce que, bon, quand ça presque fini, ça revient. Bon, quand ça va finir, bon, ça revient. Donc, jusqu'à pendant 5 ans là, c'est comme ça. C'est désormais chose faite, et ce grâce au programme de prise en charge des blessés. Mahamoudou échappe in extremis à une imputation. Nous avons réalisé sur lui une mise à plat qui a consisté à l'ablation des skis osseuses qui étaient encore présentes au niveau de la plaie, qui entretenaient la suppuration. Alors, l'intervention s'est passée normalement. À sa sortie du CHU de Cocody, où il est interné actuellement, Mahamoudou sera pris en charge par les médecins du centre hospitalier régional de Daloa.
La ministre Koné Mariatou est allée traduire la compassion du gouvernement à la victime. Elle a profité de l'occasion pour rassurer les blessés qui seront tous pris en charge. Que tous ceux qui sont en attente soient patients parce que c'est un processus qui a commencé, qui ne va pas s'arrêter tant qu'il y aura encore des victimes. Donc pour les 1000 premiers blessés, ils ont été répartis dans les différents centres hospitaliers universitaires de notre pays et également dans certaines structures sanitaires. Donc au fur et à mesure, la prise en charge se fait. Voilà, c'est d'être patient. Lui, on l'a cherché, on l'a trouvé, et tout le monde passera. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a félicité le CHU de Cocody pour sa parfaite collaboration dans la prise en charge des blessés. À ce jour, ce sont près de 1000 victimes de guerre, dont des civils, des militaires et policiers, qui ont bénéficié de soins gratuitement pris en charge par l'État. En économie, la Banque mondiale annonce un investissement de 1500 milliards de francs CFA pour soutenir le plan de développement. Le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale donne des conditions pour l'atteinte de l'émergence en 2020. Lassine Bakayoko et Jean-Jacques Kwamiala. Les 1500 milliards de francs CFA qui vont être décaissés seront essentiellement orientés vers le financement des projets socio-économiques. Rien qu'au titre de l'Association internationale de développement IDA, le guichet concessionnaire de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres, au moins 175 milliards de francs CFA sont disponibles d'ici à décembre prochain. Plus de 8 projets sont déjà au stade de l'identification ou de la préparation. Ces projets concernent les secteurs suivants: électrification rurale, eau potable, transport, agriculture, assainissement et l'emploi jeune. Nous sommes en train d'exploiter les voies et moyens de faire bénéficier la Côte d'Ivoire d'une nouvelle initiative appelée l'IDA 17 Scale-up Facility, qui pourra se solder par une augmentation substantielle de l'enveloppe IDA. La démarche est axée sur 3 domaines d'intervention à l'issue des consultations menées avec le secteur privé, la société civile et les élus locaux. L'objectif est d'accélérer une croissance durable et surtout renforcer la gestion des finances publiques. Il est bon que la Côte d'Ivoire, qui vise l'émergence en 2020, puisse maintenir une croissance forte, continue et surtout que les revenus générés sont équitablement repartis tant au niveau des différentes strates sociales que leur répartition géographique. Selon la Banque mondiale, il importe aujourd'hui que les réformes pour la stabilité macroéconomique n'en affaiblissent pas et que le secteur privé national et étranger puisse jouer véritablement un rôle de catalyseur en but de créer plus de valeur ajoutée et résorber la courbe du chômage des jeunes. Tout cela, bien évidemment, peut se réaliser si 5 grandes conditions peuvent être réunies. Premièrement, la stabilité sociale, la stabilité macroéconomique et viabilité de la dette. Réforme du foncier, développement des secteurs financiers inclusifs et finalement, le renforcement de la gouvernance. Une équipe de la Banque mondiale se trouve en ce moment à Abidjan à l'effet d'étudier la mise en place des financements alliant IDA et d'autres sources de financement dans le secteur de la transformation, de l'anacarde et du cacao. La direction régionale des impôts de Daloa n'a pas atteint son objectif qui était de 5,3 milliards de francs CFA. Seulement 4,9 milliards de francs CFA ont été récoltés au titre des recettes de l'année 2015. Pour 2016, cette direction régionale veut faire mieux. Elle a engagé des campagnes de sensibilisation à travers des journées portes ouvertes pour convaincre les populations à payer leurs impôts. Mamadou Kwasi. Pour l'année 2015, la direction régionale des impôts de Daloa a enregistré 4,9 milliards de francs CFA comme recette. Un montant jugé insuffisant pour l'objectif assigné qui était de 5,3 milliards de francs CFA. Pour 2016, la direction régionale veut améliorer ses résultats pour atteindre un taux de recouvrement de 100%. Et pour le faire, de nouvelles stratégies sont adoptées. Il s'agit entre autres des campagnes de proximité et des journées portes ouvertes. À travers ces initiatives, le directeur régional des impôts de Daloa et ses collaborateurs veulent rapprocher leur institution des contribuables de la région du Haut-Sassandra. Parce qu'on a rencontré des difficultés, c'est que les contribuables, malheureusement, n'ont pas ce réflexe de payer spontanément leurs impôts. Il faut aller les chercher, il faut aller faire des contrôles pour les amener à déclarer. Et vu le nombre de contribuables, vu le nombre d'agents et vu les problèmes que ça pose, les contrôles, ça fait que c'est toujours difficile quand les paiements spontanés ne sont pas élevés. C'est pour nous rapprocher des contribuables
pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils comprennent que le travail qu'on fait, c'est pour la population, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ces journées portes ouvertes ont été l'occasion pour le préfet des régions de saluer les efforts de la DGID d'Aloa. Des conférences ont été également prononcées au cours de cette rencontre. Touré Bafimba a défini les missions et les réformes entreprises par la Direction générale des impôts. Cependant, le conférencier a déploré le fait que 2 tiers des personnes de la région du Haut-Sassandra ne payent pas les impôts. C'est pourquoi il exhorte tous les contribuables à honorer cet engagement, car les fonds récoltés servent à la réalisation d'infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Les activités sportives ont mis fin à ces journées portes ouvertes. Cette bonne nouvelle en images, le prix du litre de l'essence super a connu hier une nouvelle baisse à la pompe passant de 600 francs à 575 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA, alors que celui du gasoil reste inchangé à 570 francs CFA. Rappelons qu'en janvier, le litre du super à la pompe avait connu un réajustement de 20 francs CFA, passant de 620 à 600 francs CFA. Le gasoil, quant à lui, est cédé à 570 francs CFA depuis octobre 2015. Dans le domaine de l'environnement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides. Cette année, le thème retenu est « Les zones humides pour notre avenir, mode de vie durable ». Le compte-rendu d'Ami Sissoko. 40% des milieux naturels ont disparu et 60% des espèces évoluant dans les zones humides sont menacées d'extinction. C'est le bilan dressé par les pays du traité sur les zones humides, dite Convention de Ramsar. L'édition 2016 de la Journée mondiale des zones humides, célébrée tous les 2 février, vient donc à point nommé. Elle constitue une opportunité pour les initiateurs de la Convention de faire le point et d'interpeller les 169 États du traité sur les zones humides. C'est pourquoi il a été retenu comme thème cette année « Les zones humides pour notre avenir, mode de vie durable ». Un thème choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour l'avenir de l'humanité. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette convention. Dans ce sens, elle a inscrit 6 sites sur la liste Ramsar comme zones humides d'importance internationale. Ce sont Grand Bassam, Adiaké, Assini, Grand Laou, Fresco et Sassandra. À la faveur de la Journée mondiale des zones humides 2016, elle entend se remobiliser davantage pour atteindre d'autres objectifs dans le sens des missions du traité. C'est en février 1971 que le traité sur les zones humides a été signé. Dénommée la Convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne qui a accueilli la signature du traité, elle assigne 2 missions aux États membres, notamment la préservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. À ce jour, les sites Ramsar sont au nombre de 2225 sur une superficie de 215 hectares. Et ici, le jardin botanique est un espace qui s'étend à plus de 50 hectares et aménagé pour la conservation et la promotion de la biodiversité. Il constitue un laboratoire à ciel ouvert pour la communauté scientifique, mais bon nombre de visiteurs de ce jardin ne s'intéressent pas à l'aspect scientifique des plantes qui s'y trouvent. Entre curiosité scientifique et détente, la réponse dans cet élément de Godefroy Okambawa et Grace Kando. Si vous avez le Ceiba pentadra, connu sous le nom de fromager, qui est l'un des premiers arbres du jardin, donc un arbre centenaire. Alors, vous avez vu que je suis sortie de l'arbre, ce n'est pas parce que je fais de la magie, c'est tout simplement parce que la nature a voulu que cet arbre-là soit doté d'une cave naturelle et qui offre en même temps un passage. Un arbre dont bon nombre de personnes ignorent les vertus et même l'existence. Ici, au jardin botanique de Bégerville, se trouvent diverses espèces d'arbres et de plantes, comme ce fromager utile à la recherche scientifique. Mais les visiteurs du site ne semblent pas s'intéresser à cette richesse naturelle. C'est vrai qu'on vient ici très souvent, on rentre, on tourne, mais les plantes, on ne s'intéresse pas vraiment. Nous, c'est vraiment la nature, l'aspect tranquillité qui nous intéresse. Je suis venue lire un bouquin, voilà, et puis passer un peu du temps au botan, c'est tout. Le jardin botanique, parce que c'est un endroit très paisible. Personnellement, je ne m'intéresse pas trop aux plantes. Détente, loisirs, voilà à quoi sert le jardin botanique de Bégerville pour la plupart des visiteurs. Un fait que veulent corriger les responsables des lieux. Des actions sont donc menées pour redonner à ce jardin ses fonctions premières,
celle de la sauvegarde et de la promotion de la biodiversité. Ces visiteurs-là, nous essayons au maximum de leur expliquer un peu les avantages des différentes essences que nous avons ici, nous en leur faisant une visite guidée. Dès l'entrée, quand on reçoit les visiteurs, on leur propose vraiment toutes ces catégories de visites-là, c'est-à-dire une visite simple ou une visite accompagnée des guides. Et c'est au cours de cette visite accompagnée des guides-là que le guide essaie de leur expliquer un peu les vertus des différentes plantes que nous avons ici. Et il faut dire que c'est ici que certaines personnes même découvrent, par exemple, le plant de cacao. De 1904 à 1905, ce jardin était la résidence du gouverneur français Engoulevent. À partir de 1905, il devient un lieu d'essai de plantes venues de divers horizons avant d'être retenu comme jardin botanique de Bingerville en 1952. Ce jardin est bâti sur une superficie de plus de 50 hectares. Plusieurs espèces d'arbres et de plantes y sont conservées pour le bonheur des amoureux de la nature. Bientôt l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2015-2016. Le Conseil du coton et de l'Anacad s'active pour la réussite de cette campagne. À Boaké, 200 conseillers agricoles sont formés sur différents modules pour une production de quantité et de qualité. Reportage Sorona, commentaire Charles Tatou. Pour rendre la filière anacarde compétitive, le gouvernement ivoirien a engagé des réformes axées sur 6 stratégies, dont celle relative à l'encadrement des producteurs. Un encadrement qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir le premier producteur mondial de la noix de cajou. Pour cette campagne 2016, cet encadrement va s'étendre à la reconnaissance des maladies, des ravageurs et des stratégies de lutte contre les ennemis de l'anacardier. Après une enquête qu'on a menée auprès des producteurs, avec les chercheurs de l'INP, on a jugé opportun et important d'introduire ce module pour essayer de répondre aux attentes des producteurs. Près de 200 conseillers agricoles du secteur anacarde sont en formation. Pendant 5 jours, le Conseil du coton et de l'anacarde, avec le soutien de l'ANADER et le FILCAR, a renforcé les capacités des encadreurs à la maîtrise des techniques d'animation. Lorsque nous faisons une récolte avant maturité, lorsque vous attendez de ramasser les fruits plusieurs jours après, ça a une incidence sur la qualité de l'anacarde. Sinon, vous risquez de récolter cette anacarde avec du poids, mais sans valeur. L'année dernière, ce sont plus de 100 000 producteurs formés sur les techniques de récolte, post-récolte, de création et d'entretien des vergers anacardes. Ce suivi a fortement amélioré la qualité du cajou ivoirien. En santé, nous allons revenir sur la journée mondiale de la lèpre. Dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par la sensibilisation des malades et des dons. D'autres temps forts avec nos différents reporters. Charlène Amoué Kwasi a 12 ans. Elle est élève en classe de CM2 au groupe scolaire Henriette Dagri Diabaté à Gagnoa. Elle a contracté la lèpre, mais très vite dépistée et régulièrement soignée et suivie. Aujourd'hui, elle est guérie. Cette 63e journée mondiale de la lèpre dans le district sanitaire de Gagnoa est l'occasion pour Charlène de faire une poignante exhortation à l'endroit de ses camarades élèves et des populations. Je dis à mes camarades et mes parents, ne faut pas avoir honte. Cette maladie est très grave. Donc à venir dans cet hôpital, que je suis guérie. Docteur Célestin Kwasi, directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique de Gagnoa, a signalé qu'aucun cas de lèpre n'a été détecté dans ce district au cours de l'année 2015. Il a indiqué que de nombreux efforts ont été et sont consentis par le gouvernement et ses partenaires pour aboutir à la réduction du nombre de malades dans notre pays. Inacceptable est le choix du thème de la 63e journée mondiale de la lèpre. Les autorités sanitaires de Sassandra ont indiqué qu'il est inacceptable qu'en 2016, cette maladie d'un autre âge continue de faire des victimes et marginalise autant de personnes. Dans le district sanitaire de Sassandra, occasion de faire un bilan de la maladie. Dr Alfred Ablo, directeur départemental de la santé, a indiqué que la lèpre est en voie d'éradication
À Sassandra, le district sanitaire compte 4 malades en traitement. La cérémonie a été marquée par un élan de solidarité, avec la remise des kits alimentaires et des enveloppes aux malades actuels et aux anciens malades. La célébration de la 63e journée mondiale des lépreux a été l'occasion pour les responsables de la santé du département d'Issia de faire le bilan de la lutte contre cette maladie endémique. Dr Victorien Kwasi, représentant le directeur départemental de la santé d'Issia, a rappelé que le taux de prévalence de la lèpre dans la localité est de 0,40 pour 1000 habitants. La proportion des personnes amputées à cause de la lèpre a atteint également 26,3%. Une situation qui reste encore critique. Des kits de traitement de la lèpre ont été remis à des malades. La lèpre, a-t-il souligné, Gervais Vaga, porte-parole des patients, est une maladie douloureuse avant d'exprimer sa gratitude aux donateurs. Propos appuyés par le préfet du département, Benjamin Efoli, qui souhaite une assistance véritable à ces malades. La cérémonie a pris fin par des prestations de danse. Cette journée du pharmacien à Boaké, au menu promotion des textes qui régissent la profession de pharmacien, la formation post-universitaire, la solidarité envers les enfants déshérités et le renforcement de la cohésion entre pharmaciens. Reportage Ouattara Amadou Walter. Cadre législatif, notamment l'abrogation de la loi du 15 avril 1954, la promotion des nouvelles lois, la formation continue, le renforcement et la spécification de l'éthique professionnelle sont entre autres les points clés au centre du séminaire de formation des pharmaciens à Boaké. C'est à l'initiative de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section de Boaké, qu'une cinquantaine de participants ont vu leurs capacités renforcées. Ces participants sont venus de certaines localités des régions de Lifou, du Hambol et de Gbeke. Objectif principal de la journée du pharmacien, faire mieux connaître les tests réglementaires de cette profession. Il y a eu le vote de 3 lois importantes sur le code de déontologie pharmaceutique en le renforçant davantage pour un exercice de la pharmacie qui soit conforme aux standards internationaux. La concurrence déloyale menée par certains pharmaciens et les médicaments de la rue sont des situations dénoncées. Quand vous voyez à côté de vous des gens qui ne sont pas pharmaciens, qui vendent des médicaments alors qu'ils ne sont pas autorisés, ça c'est vraiment une difficulté réelle. Donc il faut que les autorités administratives et politiques prennent les responsabilités pour que effectivement les tests soient appliqués. Dans un élan de solidarité, l'UNPPCI section de Boaké a fait des dons composés de vivres et de non-vivres à la pouponnière municipale et à l'association catholique Notre-Dame des Sources. Cette action a mis fin aux activités de la dite journée à Boaké. Hier, l'OMS a déclaré à Genève que l'épidémie du virus Zika, qui cause des malformations congénitales, constituait une urgence de santé publique de portée mondiale. Le commentaire de Moussa Koulibaly et de Gabriel Zani. Très critiqué pour la lenteur de sa réaction face à l'épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé OMS prend cette fois-ci les devants. Ce lundi 1er février, à l'issue d'une réunion exceptionnelle du comité d'urgence, l'organisation a engagé la procédure d'urgence de santé publique de portée internationale. Après examen, le comité a conclu que les foyers de microcéphalie et autres complications neurologiques constituaient un événement extraordinaire et une menace sanitaire pour le reste du monde. Selon la directrice de l'OMS, les experts du comité d'urgence se sont accordés pour dire qu'il y a une forte suspicion entre l'infection par le virus Zika et les cas de microcéphalie, même si ce lien n'est pas encore scientifiquement prouvé. Les experts ont aussi pris en compte la manière dont les espèces de moustiques qui peuvent transmettre le virus se propagent et leur localisation géographique, ainsi que l'absence de vaccins ou de tests rapides et fiables, ou encore l'absence d'immunité chez les populations des pays affectés. Tout cela contribue à nos inquiétudes. L'OMS s'est abstenue jusqu'à présent de formuler des recommandations concernant les voyages dans les zones affectées par le virus Zika. Mais le Brésil, le pays le plus touché avec près d'1,5 million de cas selon l'OMS, a formellement déconseillé aux femmes de tomber enceintes. Elles devraient également éviter de se rendre au Brésil où sont prévus les Jeux olympiques en août 2007.
En bref, hier à Addis Abeba, concernant la lutte contre Boko Haram, les représentants de la communauté internationale se sont réunis pour une conférence de donateurs. Ils se sont promis de trouver 250 millions de dollars, soit 125 milliards de francs CFA, afin de lutter au mieux contre le mouvement islamiste Boko Haram. Aux États-Unis, selon les premières estimations, le sénateur du Texas, le très conservateur Ted Cruz, a remporté devant Donald Trump, qui était pourtant donné favori, le caucus républicain de l'Iowa lundi soir. Ted Cruz est donc vainqueur du caucus de l'Iowa chez les républicains, recueillant près de 27,7% des suffrages. Il devance le milliardaire Donald Trump, 24,3%. Côté démocrate, Hillary Clinton est à quasi-égalité avec Bernie Sanders. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité.